Voilà, je vous souhaite à présent officiellement la bienvenue à ce Zoom organisé par la Fédération CPN sur le thème animé en hiver, donc animer les pieds gelés. Mais moi, je vous ai donc préparé une petite intervention, hop, sur est-ce que on est obligé ou pas justement d'avoir les pieds gelés. Hop. Donc, j'ai appelé ça la théorie de l'oignon, une approche vestimentaire de l'animation en hiver. Je vais vous présenter les différentes couches de cet oignon qui permet de ne pas avoir froid. En fait, comme Benjamin va vous le présenter dans toute une série d'activités et d'animations à faire dehors, même en hiver, il y a énormément d'idées, même si on a l'impression que la nature est endormie. C'est quand même un moment qui est très riche en observation. Mais en fait, on n'est pas habitué à être si bien habillé que ça. On n'est pas habitué à passer une journée entière, des fois dehors, même plusieurs heures. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait en hiver. Et donc, c'est très très important de s'équiper correctement, déjà nous-mêmes, et d'équiper aussi correctement les enfants qui nous accompagnent pour qu'ils puissent participer à ce qu'on propose dans les meilleures conditions possibles. Et comme on a perdu l'habitude de passer plusieurs heures en extérieur, on a aussi perdu l'habitude de comment bien s'habiller. Et si on est mal équipé, si on a froid, on peut vraiment garder un très mauvais souvenir de l'expérience et le vivre dans l'inconfort, voire même la douleur. Donc pour ne pas être frigorifié des pieds à la tête et répondre à notre premier besoin physiologique qui est d'être en bonne condition physique. Je vous présente euh, la théorie de l'oignon en trois couches. Donc la première couche, celle qui est proche de notre corps, l'objectif, c'est qu'elle laisse la transpiration s'évaporer parce qu'on va faire des activités, on va faire peut-être des activités physiques en alternance avec des temps un petit peu plus calmes. Et c'est quand on s'arrête et que notre transpiration refroidit contre notre corps dans le vêtement qu'on a choisi, s'il n'est pas bien adapté, qu'on va avoir froid. Et pour répondre à cet objectif de laisser s'évaporer la transpiration, l'outil qui est conseillé, c'est un t-shirt à manches longues, et puis en collant pareil, et au maximum, en fait, on conseille que ce soit en fibre naturelle, donc soit de la laine, soit du lin, par exemple. C'est pas forcément de la laine animale. Si c'est en laine animale, ce qui est conseillé, c'est la laine mérinos, euh, parce que c'est celle qui répond le mieux aux besoins de cette première couche. Moi, à titre personnel, j'ai un petit peu du mal à utiliser la laine mérinos parce que c'est des élevages qui se font dans des conditions que j'apprécie pas forcément et généralement sur l'hémisphère sud et donc avec énormément un coût de transport énorme pour les vêtements et moi j'estime que la protection de la nature, elle se fait aussi dans la globalité de penser notre mode de vie. Mais en tout cas, ce qui est vraiment conseillé, c'est que ce soit en tissu naturel et surtout pas en coton. Éventuellement privilégier du polyester, mais pas le coton qui en fait, ne fait pas évacuer la transpiration. Euh, Ça, c'était pour la première couche. T-shirt manche longue et collant qui laisse euh, passer la transpiration. Pour la deuxième couche, le but de cette seconde couche, elle est de tenir chaud. Et donc là, on conseille d'avoir un pull à manches longues en laine ou en polaire et un pantalon type pantalon de combinaison de ski, un pantalon chaud et imperméable, avec aussi les chaussettes qui tiennent chaud par-dessus le collant
à éviter pour nous et aussi pour les enfants, à éviter les gros pulls. Parce qu'en fait, ils peuvent gêner les mouvements. Une fois qu'en plus, après, on est saucissonné dans un manteau qu'on met par-dessus le pull, il faut aussi, il faut réussir à trouver un juste milieu entre se tenir au chaud et au sec, mais pouvoir continuer à bouger et pas être totalement coincé dans ses vêtements. Donc plutôt un pull qui est pas trop épais pour pas que ça puisse gêner nos vêtements. Et puis enfin, on a la troisième couche qui, elle, permet de se protéger des intempéries, la pluie, la neige, le vent, la grêle, la tempête. Et là, on privilégiera un manteau imperméable et chaud. Et puis pour le reste du corps, un bonnet confortable et pratique. Je pense que le bonnet, des fois, on oublie un peu. On a tous et toutes plein de bonnets et en fait, on les choisit pas forcément pour, euh, pour leur aspect chaud, confortable et pratique. Et il faut pas qu'ils nous tombent devant les yeux. Il faut pas qu'on soit tout le temps obligé de le relever, qu'il soit mal adapté, etc. Parce qu'en plus, par exemple, avec les enfants, si le bonnet est pas confortable, les enfants, ils vont l'enlever et ils vont le poser quelque part ou le ranger dans un sac et après, ils auront froid à la tête parce qu'ils n'auront pas leur bonnet. Et puis, enfin, un cache-cou. On privilégie, moi en tout cas, je privilégie les cache-cous pour les enfants et pour moi aussi, parce qu'en fait, les écharpes, elles s'en mêlent, elles tiennent pas, elles tombent. Pareil, on est toujours des fois en train de les remettre. Et donc, on les pose quelque part, on les enlève. Et ça fonctionne pas forcément. Il faut vraiment essayer de de pas lésiner sur la façon dont on s'équipe pour être vraiment à l'aise et confortable dans les situations d'animation et dans les situations du dehors. Et puis, on n'oubliera bien entendu pas, après avoir équipé nos trois couches d'oignons, d'ajouter des gants fourrés et imperméables avec une préférence aussi pour ceux qu'on peut resserrer au niveau du poignet pour pas que l'air puisse se faufiler entre le manteau et les gants, ou alors que le manteau puisse venir au-dessus du gant pour se refermer sur le gant. Des chaussures montantes, fourrées et imperméables, dans lesquelles on est aussi à l'aise. Et puis, pour les gants et pour les chaussures, un élément important à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient trop serrés et il vaut mieux qu'ils soient trop grands que trop petits. Parce qu'en fait, c'est l'air autour de notre pied et autour de notre main, l'air disponible qui va se réchauffer et faire isolation avec le froid et les intempéries du dehors. Et si le vêtement, il est collé à notre peau, sur les extrémités, l'air va pas circuler. Et donc, on risque d'avoir froid et aux mains et aux pieds. Donc, on n'oubliera pas de faire circuler l'air. Et on en remet une couche, toujours par anticipation et avant chaque animation. Pensez à prévenir son public et à anticiper, à demander. Là, c'est difficile, peut-être qu'on y répondra plus dans les questions-réponses. C'est difficile d'adapter là une réponse pour tous les types de publics qu'on pourrait avoir, que ce soit en famille, en groupe, si c'est des enfants, par exemple, qu'on revoit toutes les semaines, ou si c'est des enfants qu'on verra qu'une seule fois. En tout cas, toujours bien penser à préciser qu'il faut venir bien équipé, voire à détailler les différentes couches que je viens de donner aux différentes familles pour qu'elles puissent s'équiper en conséquence. Et en fait, bien s'équiper, forcément aussi, ça a un coût financier que toutes les familles peuvent pas forcément payer. Et puis qui, en plus, forcément, quand on a des enfants qui grandissent, il faut adapter chaque année le matériel. Et du coup, pour les clubs CPN, on conseille aussi ou les écoles du dehors, par exemple,
on conseille de se former un stock de seconde main au fur et à mesure que nos adhérents et nos adhérentes se séparent de leur matériel trop petit, à faire des petites annonces pour rechercher du matériel, à aller un petit peu sur les vide dressing, etc. pour pouvoir mettre une malle aussi à disposition du public qu'on peut accueillir au fur et à mesure. Si on commence l'animation, on peut démarrer son stock petit à petit, et puis peut-être que dans quelques années, vous aurez de quoi équiper plusieurs familles qui n'en auraient pas forcément les moyens. Voilà, je crois que c'était tout pour la partie oignon. Je vais redonner la parole à Benjamin. Eh bien oui, très En lui bien. rendant Merci. l'écran. Merci pour ces explications de multiples couches euh, qui sont vraiment la clé, hein, je pense, pour sortir. C'est vraiment de pouvoir aussi, ouais, comme tu disais, un peu adapter en fonction. Donc ça fait une bonne transition finalement, l'oignon, parce qu'on va parler de cette approche floristique à présent. Et pour refaire un petit peu le lien aussi avec l'équipement, ben voilà, comme je le disais, se faire un petit thermos d'eau chaude et presque avoir des plantes qu'on a préalablement ramassées et fait sécher euh, dans une séance précédente, ça peut être une bonne base d'introduction pour parler bah, des plantes en général et en hiver. On peut parler donc, je vais essayer je me suis noté un petit peu des choses, des idées de petits jeux, de petites activités qu'on peut faire que je vais envoyer un petit peu sous forme de liste et on pourra en rediscuter éventuellement. Enfin, je vais essayer de m'appuyer en vous parlant de ces thématiques-là sur d'éventuels cahiers techniques, d'éventuels outils aussi que je peux avoir sous la main, ce que viendra évidemment étoffer Camille tout à l'heure. Donc on peut déjà parler un peu des stratégies hein, qu'ont les plantes pour passer cette saison. Est-ce qu'elles vont passer cette saison sous forme de graines, sous forme de racines, sous forme de plantes lignifiées, d'essayer d'observer un petit peu ça, d'inventorier, de comprendre ce qui se passe et ce qui provoque justement ben, les changements qu'on observe. On peut parler un petit peu de certains antigels et ça fait un peu le lien avec justement le côté arbre et l'observation bah, des résineux qu'on va avoir encore avec des aiguilles en automne. Et d'ailleurs, on peut s'appuyer, il y a une fiche famille qui parle un petit peu de ces activités qu'on peut faire autour des résineux. Et par exemple, on a une autre administratrice qui nous a dit, qui nous a évoqué que de leur côté, ils faisaient toujours une animation autour des conifères. Ils font comparer les cônes et sentir les aiguilles, hein, comme donc sur la fiche, comme évoqué. Et il y a une clé de détermination, une clé d'identification aussi pour apprendre à différencier les différents résineux. On peut faire la danse aussi du résineux. Moi, j'aime bien faire la danse du pain, où je mets les deux bras en l'air, et le sapin sur les côtés, ou l'épicéa, pour voir un petit peu comment sont situées les aiguilles sur les tiges. Enfin bref, il y a des activités autour des résineux qui peuvent être intéressantes. On peut donc avoir aussi le côté un petit peu plus herbacé, donc, et aussi matériaux morts, hein, faire des choses encore avec les feuilles mortes, même si en hiver c'est un peu plus difficile qu'en automne évidemment. Bon, après, on peut jouer un peu sur la transition. Donc on peut faire des choses avec les tiges séchées par exemple, avec de la ramasse de tiges pour fabriquer des petits objets en vannerie. Donc ça se trouve assez facilement. Peut-être même que dans certaines fiches, il y a enfin, il y a des exemples dans certaines fiches, mais je ne saurais pas vous citer lesquelles, peut-être des fiches sur le saule notamment. Donc on peut s'armer d'un petit sécateur par exemple et prélever parcimonieusement quelques branches pour en faire des choses. On peut aussi, quand on prélève des branches, ben, observer les bourgeons qui sont déjà là en fait à cette saison, je pense. Et donc, les bourgeons, on peut en dire pas mal de choses et introduire un langage un petit peu botaniste avec le côté alterne, opposé, ce genre de choses. On peut se servir pour ces activités-là, notamment du cahier technique sur la haie que j'ai ici. Et on a aussi le bourginoscope, mais que je n'ai pas sous la main, qui est un outil CPN qui permet de reconnaître certaines essences d'arbres et d'arbustes aussi, grâce à leurs bourgeons.
Donc on peut les utiliser. Il y a des jeux qu'on peut faire également, notamment des petites batailles de branches où on essaie d'avoir le même type de branche pour pouvoir gagner la branche de l'adversaire. Et tout un tas d'autres petits jeux qu'on peut faire autour de cela. Voilà pour les tiges. On peut faire des choses avec les... on a souvent là des prairies, des zones qui sont un petit peu laissées entre guillemets en friche. Pas entre guillemets, en friche. Et on peut utiliser ces tiges pour faire des empreintes également, alors que ce soit avec de l'encre, entre des feuilles. Ça rend assez bien d'ailleurs, de l'encre, de la peinture. On peut les utiliser aussi. Alors, il y a une petite activité, moi j'aime bien faire, par exemple, c'est de prendre de l'argile. Alors, de l'argile, soit qu'on a acheté, soit qu'on a pu récupérer si on a de la chance. On l'aplatit, on met des petites tiges, on fait des petites formes avec des coquilles d'escargot, des choses comme ça. Donc, on laisse bien cette empreinte. On met un petit quelque chose autour et on vient verser du plâtre à modeler dedans, un peu comme on peut faire avec justement les empreintes de mammifères comme je l'évoquerai tout à l'heure. Et quand ça vient sécher, ça peut faire des petits médaillons, des petites créations assez sympathiques. Donc voilà, en fait, avec des morceaux de végétaux qu'on peut ramasser, que des feuilles, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a donc des fiches d'activité, des fiches famille sur la berce, notamment le sureau, et des plantes qu'on peut comme ça croiser assez facilement et utiliser pour faire des activités, même en cette saison. Voilà pour ces petites branches. On peut aussi également utiliser donc des graines, soit qu'on arrive encore à trouver autour de nous, soit qu'on a préalablement ramassé, et se servir par exemple de la terre de taupinière pour faire des bombes à graines à jeter, soit dès à présent, soit au printemps, enfin des choses à faire autour des graines, ce qui me permet de vous présenter également un cahier technique assez récent qui s'appelle Prenez-en de la graine, qui est juste ici, qui est du coup vraiment très bien fait, avec vraiment beaucoup d'explications sur des graines, des choses qu'on peut trouver à cette saison, avec des activités, donc bon, un peu comme les cahiers techniques en général, très intéressant, très détaillé. Et les fruits et baies, ben, on va les retrouver aussi justement dans le pré pour l'instant 10 mètres haies. On va avoir des espèces de la haie avec leurs fruits qui vont être représentés. On peut faire des jeux de memory, par exemple. On vient cacher des baies dans un couvercle et on fait un memory avec ça. Enfin, voilà, ça permet de proposer, de ramasser un petit peu de matériaux et de l'utiliser. Et petit à petit, en fait, on vient apprendre à reconnaître ces végétaux-là. Donc après, il y a des points de vigilance, évidemment, par exemple, ben, avec les baies de fusain ou ce genre de choses. Donc, quand même se renseigner, bien sûr, sur ce qui va être prélevé lors de ces activités. Voilà, je m'étais noté aussi, bon, on a une fiche voilà, sur les taupes, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, et on peut aussi, bon, alors c'est floristique peut-être à large échelle, parler des mousses et des lichens. Alors, j'ai pas les cahiers techniques sous la main, mais enfin, le cahier technique, je crois pas qu'on en ait sur les mousses, mais en tout cas, il y en a un sur les lichens. C'est assez sympa à observer. Alors après, enfin, il y a aussi une vigilance à avoir sur les mousses et lichens en termes de prélèvement. C'est a priori, il faut faire quand même attention, notamment sur les grosses touffes de mousse, parce que ben, c'est des abris pour la faune et ça met vraiment beaucoup de temps aussi à pousser. Donc, le moins possible, on va essayer de prélever, en tout cas en petite quantité, enfin, de façon raisonnable. Et ça peut être l'occasion de parler justement de ces petits êtres vivants. Voilà. Et je m'étais noté aussi un petit quelque chose sur les feux. Donc ça, c'est pareil, il faut faire hyper gaffe, c'est très réglementé. Euh, Enfin, dans la lignée d'utiliser des plantes sauvages, par exemple, pour faire des petits chapatis ou des choses comme ça. Donc, il y a des clubs nature qui sont dans des lieux privés, on va dire, et puis en fait, dans le milieu public ou dans le milieu privé dont on ne connaît pas les propriétaires, c'est toujours très compliqué, voire très largement interdit. Donc voilà. Mais bon, c'est une activité qui peut être néanmoins intéressante. Voilà un petit peu pour ce que je m'étais noté. Et ah oui, je vais aussi vous présenter juste en deux mots une chaîne YouTube bon, il y en a certainement plein d'autres, mais que moi j'aime beaucoup utiliser. C'est le Chemin des Cinq Pierres de Hervé Brugnot,
qui propose beaucoup de petites activités avec trois fois rien, avec des branches, des fruits, des baies, des choses qu'on peut vraiment trouver à cette saison d'hiver. Donc c'est très très chouette et plein de bonnes idées à aller prendre sur cette chaîne, Le chemin des Saintes-Pierres d'Hervé Brugnot. Voilà. Et je vais donc passer maintenant à l'approche phonistique, si c'est OK. Camille, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur le côté floristique? Est-ce que tu vois des choses? Non, c'est super. Par contre, de parler de la chaîne d'Hervé Brugnot, ça m'a fait penser que moi, j'avais pas rappelé. Je voulais vous conseiller aussi dans les ressources extérieures un podcast qui s'appelle Enfance en nature. Euh, et où elle parle, elle interviewe plusieurs professionnels et experts, expertes du milieu de l'animation de nature et de l'école dehors. Et donc aussi, quelquefois, il y a des épisodes qui parle de l'animation en hiver ou de l'animation, comment s'équiper, comment choisir son lieu, la réglementation par rapport au feu aussi, je pensais à ça. C'est possible que ce soit dans certains de ces épisodes. Et sur le sujet de l'équipement, elle a fait un podcast où elle a interviewé le créateur d'une marque de vêtements qui s'appelle Lagadou, qui est une marque de vêtements éco-conçue pour les enfants et adaptable sur plusieurs années, quoi. On peut les réutiliser sur plusieurs années, ils peuvent suivre l'enfant, quoi. Euh, du coup, voilà, je vous conseille cette chaîne de podcast. Voilà, peut-être Fleur vous trouvera le lien, sinon je le mettrai. Il y a une question, je vois en même temps dans le chat de Blandine qui dit du coup dans l'approche floristique, est-ce qu'on peut aussi évoquer par exemple la fabrication de fusains? Alors je sais pas si toi Oui. Benjamin tu veux en dire un mot. Moi j'ai jamais trop fait. Ben, oui, oui, tout à fait. Euh, et ben, ça marche super bien. Hmm. Donc, il y a des fiches aussi CPN qui en parlent un petit peu. Et peut-être que, bah, du coup, moi, je vous explique comment je fais en quelques mots. Je prends une boîte, type boîte de café, donc une boîte en métal, ou une boîte à thé, ça marche aussi pas mal, les boîtes classiques, quoi, on va dire. Je fais un trou suffit, un beau trou avec un tournevis ou avec une vrille ou avec ce qu'on a sous la main qui est assez solide. Comme ça, j'ai ma boîte qui se ferme et avec quand même une échappée. Je mets mes petits bâtons. Alors, ça marche, il faut savoir que ça marche avec le fusain, mais ça marche aussi avec d'autres essences de plantes, d'arbustes notamment. Mais d'ailleurs, ça peut être intéressant. Je connais des clubs, moi je ne l'ai pas fait, mais qu'on fait ça, d'utiliser plusieurs essences qu'on essaie de marquer. Alors, soit on fait plusieurs fournées, soit on trouve un moyen pour voir, pour comparer ensuite justement les fusains des différentes essences, autres que le fusain. Et pour la branche, ce qu'on fait, c'est qu'on la prend, on l'épluche. Donc, ça peut être bien d'avoir un économe qu'on lavera évidemment, vu qu'il y a une toxicité. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit dans la tige, mais c'est bien possible. Donc, on épluche la tige, du coup, on choisit assez épaisse, qu'on aura aussi débité en petits morceaux. On met dans notre boîte. On peut mettre sur de la braise. Ou moi, je l'ai même testé une fois j'avais que ça comme possibilité. Je l'ai fait sur un réchaud. Donc, il ne faut pas que le réchaud soit ultra puissant, hein, mais ça fonctionne aussi. On laisse un certain temps. Donc, il va y avoir de la fumée qui va sortir. En fait, ce qui se passe, c'est que ça brûle, mais sans oxygène. Et donc, il n'y a pas de. Il y a pas de. Enfin, j'ai pas les termes techniques, mais il n'y a pas de combustion, peut-être. En tout cas, l'objet à l'intérieur reste bien cohésif. Et dès que la fumée, carbonification peut-être, maybe. Et en fait, on vient, alors il me semble, à mettre une allumette ou une flamme. Et si ça brûle, c'est que c'est pas encore prêt. Mais quand il n'y a pas de flamme, enfin, si ça engendre une flamme, c'est que c'est pas prêt. Mais si on met une allumette et que ça ne s'enflamme pas, c'est que c'est prêt. Donc là, on peut soit éteindre, soit retirer du feu et y revenir ben, quand ça a refroidi. Et normalement, les fusains sont prêts. Voilà, ma petite recette. Trop bien, super Benjamin. Avec plaisir. J'enchaîne? Allez, on enchaîne.
Ok, sauf si je sais pas, hein, mais... Alors du coup, pour l'approche phonistique, je vais, pareil, énumérer un petit peu des petites choses. Euh, donc, ben, le classique, évidemment, là, c'est... Alors, il paraît que ça fonctionne mieux avec le fuse, hein, pour répondre à une question sur le chat. Pour les mammifères, donc c'est une bonne saison pour faire des observations, de la reconnaissance et des moulages d'empreintes, de trouver des endroits humides qui ont été fréquentés. Vraiment, c'est le bon moment. Et on peut aussi en profiter justement de faire ces observations-là pour faire un suivi. Finalement, avec un piège photo peut-être à un moment donné. Donc alors après le piège photo, il y a eu justement un Zoom précédent dont on parlait un petit peu de son utilisation. Donc, je vous invite à aller le regarder si vous souhaitez. On pourra peut-être poser des questions par la suite sur la réglementation, ce qui est possible de faire ou non. Donc ça, voilà, le côté piège photo, suivi d'empreintes, moulage, ça marche bien. Le plâtre à modeler fonctionne pas mal parce que ça sèche assez vite pour les moulages. Bon, après, s'il fait très humide, il faut le faire plutôt en début d'activité, hein, c'est toujours mieux, ça a le temps de sécher. Donc c'est le moment aussi ben, de parler des rythmes de vie de certains mammifères, avec le côté hibernation, le changement aussi, la vie en terrier. Il y a pas mal de choses à creuser. Faire le lien avec les taupes. J'ai vu dans les inscriptions qu'il y avait quelqu'un qui parlait aussi des activités avec les tout petits. Bah, moi, je me suis procuré des petites peluches mignonnes. Donc ça marche bien avec les tout petits, de pouvoir aussi un petit peu parler de ces animaux-là qu'on voit plus difficilement, par exemple, que des oiseaux qu'on peut observer au loin. Euh, voilà pour ça. Euh, là, euh, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de peut-être chercher des zones avec enfin, des coulées où on peut trouver des épineux ou des endroits où il y a parfois du barbelé à la recherche justement de poils, parce que c'est la saison où les mammifères ont développé un peu un poil aussi plus épais, donc on peut s'amuser à reconnaître ça. Voilà, on peut se préparer un affût. Alors ça, c'est pour les clubs nature les plus patients, s'en servir pendant l'hiver ou aussi l'installer pour le printemps parce que ça permet aussi aux animaux de s'habituer. Donc ça, c'est pareil, hein, ça se fait pas n'importe où et de n'importe quelle façon, mais ça peut être une activité qui se prépare dès maintenant. Et pour parler un petit peu mammifères à quatre pattes marchands, on a pas mal de cahiers techniques, notamment sur les mustélidés. Donc, je ne l'ai pas sous les mains, mais c'est sur les martres, belettes et enfin, fouines, putois et tous les mustélidés finalement. On a un spécifique sur le blaireau, on a un spécifique sur le chevreuil et un qui est sorti récemment aussi sur le hérisson, sauf qu'il pique. Donc pour avoir des petites activités, préparer des petits gîtes. Donc là, il est un peu tout nu ce hérisson. Voilà, bon, je vous invite, je vais pas vous le feuilleter comme ça, c'est pas évident de toute façon de voir. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes petits animaux à quatre pattes? On a un jeu aussi, bah, vous connaissez sûrement le Qui manque. Bon, il y en a un sur les mammifères. Donc ça peut être un outil à utiliser à cette occasion également. Voilà. C'est aussi le bon moment pour préparer des gîtes pour la faune, donc ben, pour les chauves-souris, pour rester sur les mammifères par exemple. Ça, c'est pareil, on a des cahiers techniques sur les chauves-souris avec des explications et des façons aussi d'étayer des séquences à ce sujet. Voilà, et pour faire le lien, parce que finalement, observation mammifères et oiseaux, ça peut s'organiser dans dans la même lignée. Donc, on peut chercher à ce moment-là des arbres morts, des chandelles, des endroits, dans les lieux où on se balade, se les repérer sur une carte, faire un petit peu de cartographie et repasser les voir un petit peu en affût, justement au printemps pour voir s'il y a des oiseaux, voire des mammifères qui y ont élu domicile. Ça peut être assez intéressant comme activité suivie sur l'année. Voilà. Et ça permet de faire le lien
avec le côté donc abri à faune également sur les nichoirs, donc à installer au printemps, enfin avant le printemps, hein, en fonction des espèces que l'on cible. De toute façon, une fois que c'est installé, pour les passereaux, généralement, on a quand même un peu de marge, hein, parce que parfois, les oiseaux ont quand même du mal à trouver, enfin, en tout cas les oiseaux qui sont cavernicoles, qui vont avoir besoin des nichoirs, ont de plus en plus de mal à trouver d'abris, enfin pas d'abris, mais d'endroits pour construire leur nid. Donc c'est toujours très intéressant. Ça me permet donc de faire le lien voilà, avec les oiseaux et de vous parler du cahier technique qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est un petit peu tard dans la saison pour parler de ça, néanmoins ça peut permettre de parler des espèces qui sont présentes et des autres qui ne le sont pas, et du pourquoi du comment. On a un super beau cahier technique sur la migration qui est sorti, qui est vraiment hyper fourni. Donc bah, c'est pareil, c'est compliqué de vous montrer ça, mais je vous invite à, si vous avez l'occasion de le feuilleter, c'est vraiment trop chouette. C'est le moment aussi, alors la migration, donc ça va un petit peu avec le côté observation et reconnaissance de certaines espèces d'oiseaux qu'on peut inventorier. Donc on a des outils hein, sur les oiseaux, on a aussi le Kikimanque oiseau que je n'ai pas sous la main. On peut participer à des suivis, notamment au suivi hivernal des oiseaux communs. Donc, il me semble que le choc, ça doit être la LPO qui s'en occupe et qui fait des inventaires qui peuvent se faire durant l'hiver et pour compléter l'observatoire des oiseaux des jardins. Tu voulais peut-être compléter, Camille? Oui, et du coup, parler de la journée des Oui. oiseaux, du coup, qui est fin janvier, où, du coup, dans le cadre de ce comptage-là, les personnes sont invitées à compter tous et toutes leurs oiseaux à la mangeoire. Du coup, dans un but scientifique, comme tout le monde va compter en même temps, on se dit qu'on va pas compter tous et toutes les mêmes oiseaux deux fois. Et en fait, l'idée, c'est de faire du coup une animation simple euh, d'identification des quelques espèces communes qu'on peut avoir à la mangeoire. Et ensuite, il faut retenir le nombre au sein d'une espèce au moment où ils ont été le plus présents, qu'on les a vus tous en même temps, quoi. Donc c'est un peu rigolo parce que quand par exemple il y a les moineaux ou les pinsons qui viennent un peu en bande ce jour-là, il faut du coup essayer de tous les compter très vite et le chiffre qu'on retient c'est le moment où il y a eu le nombre maximal de moineaux visibles en même temps par exemple. Donc ça c'est le comptage oui comptage des oiseaux des jardins. Et c'est fin janvier et en règle générale moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon club de m'appuyer sur des événements nationaux comme la fête de la nature. Alors c'est au mois de mai, donc dans l'animation en hiver on n'est pas concerné, mais de s'appuyer sur des événements nationaux comme la journée de comptage des oiseaux. C'est des éléments qui sont intéressants parce qu'il y a des supports pédagogiques. Nous, on a des partenariats, notamment avec la LPO sur les supports pour ce type de journée. Donc, c'est assez intéressant et les gens peuvent aussi le refaire après chez eux. Donc, ça donne aussi des éléments d'appropriation de l'outil et de la connaissance qu'on peut refaire soi-même ensuite plus tard. Oui, tout à fait. Et ça rejoint ouais, du coup ce qui a été dit dans les commentaires là, sur le côté sciences participatives en général. Il y a pas mal de choses qui sont proposées sur les sites du muséum, Viginature, Vigiécole. Alors, faut faire, c'est souvent précisé la saisonnalité, hein. Il y a des protocoles qui se font en hiver et d'autres non. Donc, il y a de quoi aller fouiller par là-bas. Et je continue sur les oiseaux. C'est aussi, si on a la chance d'avoir un endroit où on a connaissance de présence de rapaces nocturnes, d'aller ramasser des pelotes. Et le cahier technique pelote, c'est un must-have, comme on dit, euh, comme on peut dire, avec super clé de reconnaissance des micro-mammifères, qui est vraiment tip-top. Donc, c'est s'il fait vraiment très froid, on peut rester à l'intérieur un petit peu. En tout cas, après être allé ramasser des petites pelotes pour observer ce qu'il y a dedans. Et je continue donc avec les invertébrés, parce que on peut éventuellement en parler aussi, même si vous savez qu'il y a beaucoup moins, enfin que c'est beaucoup moins facile d'observer des insectes et autres d'ailleurs invertébrés hein, à cette saison qui se cachent
car il fait trop froid pour le coup. Alors, toujours les petites bêtes, il faut se poser la question du dérangement qu'on fait, de est-ce que ça vaut le coup et dans quelle mesure, de bien rappeler, enfin faire des rappels évidemment sur le fait que ce sont des êtres sensibles. Et que du coup, bah voilà, faut faire attention. Et donc, on peut, en faisant attention, regarder un petit peu ben, dans la litière forestière. C'est le moment aussi où, quand il y a des journées où il fait un peu meilleur, vu qu'il fait assez humide, ça s'active pas mal, hein, que ce soit les colamboles, les cloportes et éventuellement des mille-pattes. Si on vient soulever un petit peu une petite écorce, alors pareil, il faut faire attention hein, parce que ça abîme des abris. Mais c'est bon, voilà, le bon moment pour voir les escargots sur lesquels on a des cahiers techniques aussi. Je vous les montre, hein, je vous montre un petit peu ce qui existe chez la FCPN. Et je vous ai parlé de la litière du sol. Il y a évidemment les locataires du sol qui est vraiment super aussi avec un descriptif en fonction de l'échelle de l'animal qu'on va observer et une clé de détermination aussi qui est assez chouette. Euh, plein de, plein de petites explications sympathiques. Et s'intéresser aussi à ce qui se passe dans la vie aquatique, avec les invertébrés aquatiques. Si on a la chance d'avoir une mare ou un petit ruisseau, on peut observer ces animaux-là aussi en hiver, parce que ben, les fluctuations de température de l'eau ne sont pas... Enfin, il y a une certaine inertie qui fait qu'il y a toujours du monde. Et en outil supplémentaire, je vous présente donc le pose, ça décompose, qui est aussi un outil sur les petites bêtes qu'on peut trouver dans la litière du sol. Donc voilà, il y a pas mal de choses encore à observer de ce côté-là, si on a une forêt ou un petit bois à proximité. Je reviens juste sur quelques cahiers techniques que je ne vous ai pas montrés rapidement sur la flore. Je vérifie quand même si j'ai dit tout ce que je voulais vous dire sur les invertébrés. Ah oui, je me suis noté une petite idée d'activité, mais je ne l'ai pas trouvé hyper efficace la dernière fois que je l'ai testé. Donc à vous de me dire si vous avez déjà réussi un petit peu ça, de trouver des toiles d'araignée abandonnées et d'essayer de les imprimer sur du papier noir, par exemple. Donc l'idée, c'est donc de s'assurer, de vérifier que la toile d'araignée est plus occupée. Donc, il peut y avoir des petits débris, des petites choses qui montrent qu'elle est plus nettoyée, par exemple. On a un cahier technique sur les araignées errantes, mais je ne l'ai pas sous la main. Euh, Bref, du coup, trouver une toile, la laquer, éventuellement peut-être mettre de la craie, et ensuite venir plaquer ce papier noir pour que la forme de la toile s'imprime. Et j'ai vu le résultat de cette manipulation, ça rend très très bien. Alors, c'est peut-être pas dans le détail exactement comme ça que ça avait été fait, voilà, c'est à vous de me dire si vous avez des idées peut-être pour ça. Et je m'étais noté aussi peut-être la recherche des galles, certaines plantes qui perdent leurs feuilles, hein, des galles d'insectes. Pareil, quand on retire en fait une gale qui est accrochée, on a un impact hein, forcément sur les animaux, donc le faire voilà, avec parcimonie. On peut faire même de l'encre avec de la gale du chêne. Alors, c'est une recette un peu complexe, hein, je ne la connais pas très bien, mais c'est en gros, il faut la râper, la mettre avec du jus de clou rouillé. On laisse de la rouille se mettre dans de l'eau, on fait un mélange et ça fait une encre hyper durable. La plus vieille encre qui a été retrouvée dans les écrits, c'était avec une encre faite comme ça. Et du coup, les petits cahiers techniques que je ne vous ai pas montrés rapidement, il y en a un sur la cuisine buissonnière. Je vous ai parlé un petit peu des tisanes. On peut parler des arbres, notamment avec ces deux-là, le dendrologue et la découverte de l'arbre. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est ceux que j'ai un petit peu sous la main. On en a sur les plantes sauvages, voilà, sur pas mal de thématiques. Et pareil pour les fiches d'activité famille. Euh, sur les fiches d'activité famille. Voilà. Je vérifie juste si j'ai fini, je pense, avec la faune. Tuc, tuc, tuc. Je vérifie par ici. Ah oui, Ah oui, bah, je vous ai donné le jeu, l'astuce jeu de Flore avec le fait de cacher les glands, là, qui est vraiment que j'ai envie d'essayer du coup maintenant, parce qu'il a l'air assez sympa. Oui, il y a des façons aussi de jouer avec l'affût, ça m'y fait penser. Il ne semble pas en avoir parlé.
Par exemple, pour préparer les enfants à faire un affût, désigner des enfants, un des participants, des participantes, à se cacher. Et les autres enfants doivent marcher sans repérer la personne qui est cachée. Ça peut être aussi de trouver un point d'observation et de laisser des enfants passer. Enfin, il y a plusieurs façons d'amener le jeu. J'ai pas comment dire, de détails précis en tête, mais c'est en, c'est un peu en réflexion. Et il y a des idées dans un livre qui s'appelle Le Boustrophédon, qui est un livre, je ne sais pas de quand datent les dernières éditions, mais en tout cas qui est très, très intéressant avec plein de jeux à transposer dans le côté affût, recherche de mammifères, recherche d'empreintes, etc. Et je vais finir rapidement avec un petit mot plus généraliste sur trois autres petits outils qui, lorsque j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais un petit peu vous présenter ce soir, m'ont apparu comme peut-être intéressant. On a un cahier du jeune naturaliste sur la géologie. C'est vrai que ça peut être le bon moment pour rechercher des cailloux, apprendre à les comprendre peut-être un petit peu en termes de provenance, d'origine, de comprendre un petit peu l'environnement et l'espace dans lequel on vit. Le côté, en fait, il y avait la mer ici il y a un moment, enfin voilà, trouver des fossiles, les silex, etc. Il y a plein d'idées à aller piocher dans ce cahier technique, l'approche sensible, parce que c'est plein d'activités un petit peu dans la veine de ce que j'évoquais hein, dans le chemin des cinq pierres, avec plein de petits jeux. C'est plein de super petites activités qui se font un petit peu, alors pas pour toutes, hein, mais qui se font un petit peu à toute saison. Donc il y a vraiment plein de choses à aller rechercher là-dedans. Et également un jeu qu'on peut faire pour continuer dans le côté s'il fait trop froid, on fait quoi? Et qu'on est obligé de rester dans un local ou autre, on peut aussi tester le jeu Bocage, qui est vraiment super top et qui allie un petit peu le côté faune et flore tout en même temps pour bien comprendre comment fonctionnent ces milieux bocagers. Donc voilà pour moi et mes explications un petit peu, en tout cas les choses que j'essaye de mettre en place en hiver. Il y a pas mal de choses à creuser, hein, c'est difficile de faire le tour. Mais voilà un petit peu dans l'idée. Et je vais laisser la parole à Camille pour qu'elle puisse vous parler un petit peu d'autres outils et notamment de fiches famille un petit peu plus en détail. Merci Benjamin. Alors, je vais en effet maintenant vous présenter hop, les outils pédagogiques. Tout à l'heure, je vous ai présenté rapidement c'était quoi les CPN, c'était qui. Et maintenant, je vais plutôt vous présenter qu'est-ce qu'on fait à la Fédé en termes d'outils pédagogiques, parce que le rôle de la fédération, en dehors d'animer le réseau de tous les adhérents et les adhérentes, il est aussi du coup de fournir, de mettre à disposition des outils pédagogiques. Donc parmi les publications qu'on propose plusieurs fois dans l'année, c'est le cahier technique. Donc là, tous les petits cahiers que Benjamin vous a présentés font partie de la famille des cahiers techniques. Et dans chacun des cahiers, il y a grosso modo un tiers qui est dédié à de l'apport de connaissances naturalistes, qui est à la fois vulgarisé, mais qui reste scientifique. Et puis ensuite, il y a une partie d'idées d'animation d'activités avec des conseils, avec enfin, c'est issu d'expériences de terrain. Et puis enfin, dans le troisième volet d'un cahier technique, on retrouve des mesures de protection ou des actions à mettre en place pour l'espèce en question ou pour le milieu. Je voyais dans les commentaires là tout à l'heure quelque chose à propos de la mangeoire, par exemple, mettre en place une mangeoire, c'est super important. Et parce qu'en plus, après, ça permet toutes les super observations. Mais il faut quand même aussi respecter quelques critères pour pas que ça serve plutôt de mangeoire aux chats au lieu des oiseaux.
par exemple. Donc voilà, donc là, il y a une partie action, mise en action. Ensuite, on a les fiches mensuelles d'activités. Ça, je vais en reparler un petit peu plus après. Et puis, on a les outils pédagogiques qui peuvent être un petit peu assimilés à des jeux. Donc là, on a l'outil bocage qui ressemble à un jeu de plateau sur le thème de la haie. Et on a aussi toute une série qui s'appelle les Kiki Manques, qui sont des jeux de discrimination visuelle pour apprendre à reconnaître les champignons, les oiseaux, les feuilles d'arbres, par exemple. Et le cahier d'activité qui est le recueil de toutes les fiches mensuelles sur un sujet qu'on peut retrouver en version papier. Ça, c'est nos publications principales. Et puis ensuite, on met aussi à disposition et en partage plein de ressources. Il y a des affiches et des coloriages et une sélection donc de documents et aussi d'outils qui sont du coup en vente sur la boutique en ligne des CPN. Je pensais tout à l'heure aux mousses, quand tu parlais, Benjamin, des mousses et des lichens. Dans les animations autour des mousses et des lichens qui sont non invasifs, en fait, il y a les petites loupes de doigts là qu'on peut placer, les petits œilletons. Et ça, il y en a par exemple qui sont facilement accessibles sur la boutique. En fait, on peut s'allonger au sol et on peut se placer à hauteur de mousse et regarder avec le petit œilleton. Et Absolument. si jamais on fait des prélèvements, ce qu'on peut observer aussi avec l'œilleton, j'ai fait ça il y a pas très longtemps, c'est on peut cueillir, récolter un petit morceau de mousse qu'on va mettre dans une petite boîte. Il va sécher et ensuite on va pulvériser de l'eau dessus et on va regarder avec l'œilleton la mousse se régénérer au fur et à mesure et reprendre vie sous les petites projections d'eau, quoi. Ouais, carrément, c'est super comme petite activité. Et les petites coupes à poser qu'il y a aussi, ça fonctionne très bien. Oui, oui, Pour, oui, oui. pour la mousse, c'est déjà suffisant finalement. Donc là, il y a donc aussi donc du matériel d'observation et puis on peut du coup mettre à disposition aussi des DVD euh, euh, avec toute une sélection de films naturalistes et des expositions aussi qu'on peut mettre à disposition des adhérents et des adhérentes pour organiser des, des fêtes, des festivals, des portes ouvertes, par exemple. Et après, enfin, toujours dans la famille des ressources que propose la FCPN au réseau, il y a des rendez-vous collectifs pour se rencontrer en vrai, parce qu'on aime beaucoup les Zooms, mais on aime quand même aussi beaucoup se rencontrer en vrai. Et donc, on propose chaque année des rencontres, on est présent sur plusieurs festivals et on organise aussi des séminaires. On organise 3 formations par an qui sont ouvertes aussi d'ailleurs aux personnes qui ne sont pas encore adhérentes. 3 formations qui ont lieu partout en France. Donc ça, je vous conseille de vous inscrire sur la newsletter pour avoir les infos parce qu'on n'a pas encore les dates pour 2026. Mais on a les sujets. Il y aura une formation qui s'intitulera Débuter en animation nature. Comment faire ses premiers pas en animation nature. Ensuite, il y aura une formation sur l'animation auprès d'un public de tout petit, donc 0 3 ans, parce qu'on va sortir un cahier technique sur le sujet dans les prochains mois. Et puis, une formation en lien avec le cahier technique sur la migration, une formation autour du sujet de la migration des oiseaux. Voilà. Et ensuite, on organise aussi des concours sur plein de sujets différents tout au long de l'année, et puis des lieux aussi de partage d'expériences qui sont animés sur les réseaux sur lesquels on est présent. Voilà tout le panel des outils qu'on peut proposer. Et parmi eux, il y a aussi la campagne d'éducation. Donc ça, c'est une campagne qu'on propose tous les 4 ans et qui dure 3 ans. Et là, la campagne actuelle prend fin dans... Quel jour on est exactement? Dans 15 jours. Ouais, c'est ça. Cette campagne prend fin, donc il reste 15 jours pour vous inscrire. C'est gratuit, c'est pas nécessaire d'être adhérent ou adhérente, et ça peut vous permettre du coup de découvrir ce qu'on fait pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas.
et d'avoir accès à toute une série de défis à faire dans la nature pour apprendre à la connaître et à la protéger. Et puis on est, nous, au sein du conseil d'administration, en train de travailler sur une future campagne à paraître en 2027. Voilà. Là, j'ai fait une petite sélection de fiches d'activité en lien avec l'hiver pour vous détailler un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire sur un thème en hiver en utilisant différentes approches, en ayant un petit peu d'approche, une petite approche artistique, une petite approche connaissance naturaliste, une approche sensible. Alors, hop, la première fiche que j'ai sélectionnée, puisqu'on était sur le thème de l'hiver, c'est la fiche sur la neige. Euh, voilà. Alors, on ne sait pas si, en tout cas, moi en Bourgogne, je ne sais pas si j'aurai de la neige cet hiver. C'est encore mal parti, mais là, sur cette fiche mensuelle qui s'intitule Blanche-Neige, Ah, on l'a pas donc là pour l'instant. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas, je sais pas. vous l'avez pas. Alors Non, si, c'est sur ta page Canva là. alors peut-être il faut que j'arrête le partage Ouais, et je repartage. Voilà. Là, ça devrait être bon. parfait. Super. Euh, donc là, voilà, la fiche Blanche-Neige, parce que les fiches mensuelles, elles sont triées en fonction des saisons et des thématiques, comme elles sortent une fois par mois. C'est assez facile de retrouver euh, les fiches en fonction des saisons. Donc celle-ci, elle s'intitule Blanche-Neige. On propose la mise en place d'un petit bain de neige avec, bien entendu, toujours les vêtements chauds et adaptés. Là, on est donc plutôt sur une approche sensible, une petite activité sensorielle qui crée une expérience du dehors, un souvenir aussi joyeux de l'extérieur. On a le, une petite expérience à faire dans la maison aussi tout au long de l'année, tout au long d'hiver. C'est de compter, faire un petit relevé des conditions météorologiques. Ensuite, on a des petites expériences sur les flocons et des informations en fait en fonction du flocon qu'on observe, à quelle température dans le nuage il s'est formé. Et puis ici, si on a de la neige, on a une expérience donc pour comparer la fonte de la neige en fonction des perturbations extérieures, de si on l'agite, de si on la tasse, de si on l'étale, de si on la met plutôt au chaud, plutôt au froid, de si on ajoute des éléments, de la terre, du sable, etc. Encore faut-il un petit peu de neige à récolter. Et ensuite, tu l'as cité tout à l'heure, on a des exemples de land art gelé à partir de... Donc on fait une petite sélection de feuilles d'hiver et on les place dans un récipient avec de l'eau qu'on laisse dehors. Et donc ensuite, vous voyez, on avait les petites créations. On ne fournit pas la petite mésange qui vient se poser dessus, mais si vous mettez l'objet proche de la mangeoire, elle peut venir peut-être toute seule. Et puis, alors ici, on a dans les activités à faire en hiver, ça s'y prête toute l'année, mais du coup, un petit cuisine, comme tu disais, les infusions. Là, du coup, c'est avec du sirop d'érable, mais je pense que ça peut s'imaginer avec d'autres types de sirop. Du coup, c'est de glisser du sirop chaud sur la neige pour qu'il fige, et ensuite, avant qu'il soit lui-même complètement gelé, l'entourer autour d'une baguette pour le déguster. Euh, Ça, c'était pour faire un petit retour de la fiche neige. Ensuite, je vous avais sélectionné, puisqu'on est complètement dans la saison, hop, la fiche de...
de décembre sur les décorations vertes de Noël. Et alors moi, à titre personnel, qui habite dans le Morvan et où l'exploitation du sapin de Noël n'est pas tout à fait aussi verte que le sapin en lui-même, je vous conseille de construire vos petits sapins de bois et de faire vos propres sapins plutôt que de les acheter. Et donc là, on a toute la liste sur chacune des fiches. À chaque fois, on a toute la liste du matériel voilà, précis auquel il faut penser pour l'activité. Là, on a donc la création d'un sapin de Noël prêt à être décoré en petites branches. Après, on peut imaginer plein de bricolage avec les branches. En hiver, on a une petite étoile de Noël, qui est un peu l'équivalent de l'attrape-rêve en été, que Benjamin a fait, sa petite étoile de Noël. La petite guirlande de pommes de pin qu'on pourrait colorer avec l'encre de clou rouillé et de et de gales de chêne. Et qu'on pourrait aussi, dont on peut se servir pour faire des boules à graisse. Moi, je fais ça avec les tout petits, donc vraiment avec certains moins de 3 ans qui, avec une cuillère, viennent étaler en fait dans la pomme de pin de la graisse végétale. Et après, planter des graines, ça c'est pour quand il y a le plus de dextérité, ou alors rouler finalement dans les graines de tournesol. Et après, à accrocher avec un petit nœud simple coulissant, on vient l'accrocher dessus et ça peut faire double usage. Et ça marche aussi avec le beurre de cacahuète, comme tu le disais, effectivement. Super. Et oui, parce que en plus de graisse, on dit qu'il faut vraiment plus utiliser les petits filets qu'on trouve à disposition dans les supermarchés parce qu'en fait, il y a vraiment des risques de se coincer les pattes, des risques d'accident quoi, dans les boules à graisse, dans les petits filets en plastique. Tout à fait. Et petit point de vigilance sur la matière grasse d'ailleurs qu'on utilise pour les boules à graisse, de bien faire attention enfin de bien faire attention au sel, parce que les oiseaux n'ont pas de quoi excréter le sel qu'ils ingèrent. Et donc du coup, il faut faire gaffe parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Enfin, c'est pas évident de trouver de la matière grasse végétale sans sel du tout. Donc voilà, petit Hmm, point de vigilance. merci. Et puis ensuite, on a une petite recette de marrons glacés. Comment les préparer? Et dans la catégorie donc info naturaliste, on a un arbre qui ne perd pas ses feuilles, qui est un petit peu l'emblème de Noël, qui est le hou. Et donc, si vous avez la chance d'en avoir à disposition proche de chez vous, il y a énormément d'informations aussi à transmettre autour de cet arbre qui a aussi une grande symbolique. Donc pour la partie sensible aussi, il y a plein d'histoires à raconter, plein de choses à partager, plein de contes à imaginer par exemple autour du ouf. Son rôle dans la forêt, etc. Sur les petits piquants, puisque les feuilles se présentent donc sous plusieurs formes. Des feuilles de piquant, mais aussi des feuilles à bord entier. Et du coup, c'est plutôt lié à l'âge de la petite branche qui porte les feuilles. Et bien sûr, bon voilà, peut toujours cueillir du hou pour en faire une guirlande. Et euh, ça, c'était la fiche déco verte. Euh, Ensuite, on avait comme quand même le nourrissage des oiseaux du jardin. Ça reste une activité d'hiver qu'on pratique beaucoup et qui a la particularité aussi de pouvoir se pratiquer en ville, dans n'importe quel espace et partout où il y a des oiseaux. Sur la maison charbonnière, en l'occurrence celle-ci. Là, on vous présente des infos morphologiques sur la mésange et comment la reconnaître aussi visuellement. L'idée là, c'est de compléter le coloriage pour essayer
essayer de retenir les emplacements des couleurs. Alors, on pourrait aussi ne jamais, si on a un public un peu averti ornithologue, on pourrait cacher le modèle de la mésange et donner seulement le petit coloriage et leur demander de remettre au bon endroit les couleurs. Et c'est pas si facile. Et ça, je me souviens que dans le film sur la pie bavarde qui est sorti aux éditions de la Salamandre, en introduction du film, il demande à des... C'est Daniel Auclair qui a fait ce film, je crois. Il demande à des gens qui ont l'habitude, qui connaissent très bien les oiseaux, de remettre le noir et le blanc sur une silhouette de pie. Et en fait, ben, de mémoire, c'est très difficile et tout le monde n'y arrive pas. Donc peut-être ça peut être un jeu à faire autour des oiseaux à la mangeoire pour un public averti de remettre les bonnes couleurs aux bons endroits sur les oiseaux. Là ensuite on a un modèle de nichoir à mésange, sachant que les nichoirs c'est bien de les installer plutôt en hiver parce que les oiseaux ils vont commencer assez vite à chercher où s'installer au printemps et pas forcément attendre le printemps où là on voit les oiseaux revenir et commencer à chercher des poils et des brindilles pour faire leur nid. Et on se dit, ah oui, je vais poser un nichoir, mais en fait, il leur faut quand même le temps d'avoir identifié l'emplacement du nichoir, vérifier la sécurité autour, etc. Donc, dans les activités à faire en hiver, par anticipation du printemps, l'installation de nichoirs, c'est une super activité. Et d'ailleurs, pour ça, moi, j'ai testé l'accroche du nichoir avec une chambre à air de vélo et ça marche très très bien Ah pour oui, éviter de faire du mal à l'arbre. mm, mm. Voilà. Oui, on fait ça aussi un peu pour tutorer les jeunes arbres maintenant, de les entourer avec des petits morceaux de chanvre à air à leur piquer. Là, on a un petit jeu où il s'agit de colorier en orange ce que mange la mésange charbonnière en été et en bleu ce qu'elle mange en hiver. Euh, voilà, un petit point régime alimentaire qui peut aussi permettre de parler de plein d'autres espèces. Et du fait que les oiseaux qui restent en hiver autour des mangeoires sont les oiseaux qui sont granivores. Ils seront à un moment insectivores, mais surtout au printemps pour le nourrissage des jeunes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut retirer les graines. Absolument pas leur laisser des graines tout au long de l'année à disposition aux oiseaux sauvages parce qu'en fait, au moment des nichés, les oiseaux, ils ont besoin d'aller attraper des insectes pour les jeunes, sinon les jeunes sont carencés s'il n'y a pas d'insectes dans leur nourriture, même si les espèces sont granivores. Et en fait, si on leur laisse tout le temps, bien sûr, des graines à proximité, à disposition, ils iront pas à la recherche d'insectes et donc les petits seront carencés. Euh, voilà. Et puis, c'est le moment aussi d'expliquer par rapport à la migration que les oiseaux qui mangent exclusivement des insectes, comme les hirondelles ou les martinets par exemple, eh ben, en hiver, on ne voit pas beaucoup d'insectes, on ne se fait pas piquer par les moustiques. Et donc, comme il n'y a plus à manger, les oiseaux vont migrer pour chercher de la nourriture dans des pays où il y a, à ce moment-là de l'année, encore de la nourriture qui se balade. Là, c'était des petites guirlandes de cacahuètes, guirlandes de pommes, des petites têtes de tournesol qu'on aurait ramassées. Et puis, toutes les petites mésanges qu'on peut voir ou pas en fonction de où on est. Mais, euh, mais du coup, là, c'est une petite identification des différentes petites mésanges en dehors en dehors de la charbonnière. Voilà pour les petits détails de fiches. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des questions, des partages d'expériences? Sinon, j'arrête le partage. Hop, parce que, hop,
Je regarde les messages dans le chat, qui sont plutôt des messages de on n'a pas de questions, on est fatigué. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu, il y a eu un peu de départ. Mais s'il y a des questions qui ont été peut-être relevées et pas élucidées, ou est-ce On que va là, il y pas a des avoir choses vu. que vous auriez envie de partager ou autre? On a été riche d'informations. Euh, Il y en a qui doivent partir, au revoir, et s'il y en a qui oui, restent, voilà, c'est ça. parce que du coup, j'ai l'impression Euh, de laisser plein de gens partir sans vraiment dire au revoir, mais c'est le moment pour échanger, si voilà, si vous voulez oui, on peut discuter. dire, on peut. Alors, je vais rallumer ma caméra si ça bug pas. Voilà. On peut peut-être souhaiter une bonne soirée, un bon repos aux personnes qui sont restées jusqu'au bout si elles veulent nous laisser à présent. Je vais couper l'enregistrement. Et puis, si il y a, enfin, oui, s'il y a des personnes qui veulent rester et continuer à poser des questions avec Benjamin, on est disponible dans le chat ou en direct. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.